Oui, coucou à vous. On continue notre voyage dans les kanji et là c'est cool parce qu'aujourd'hui on va arriver à 1700 kanji vus ensemble, c'est quand même assez remarquable, bravo à vous. N'oubliez pas un petit follow, un petit like, un petit commentaire, ça aide toujours. Donc allons-y, cap sur les 1700. Et pour y arriver, on va découvrir d'abord un nouveau composant. La dernière fois on n'avait pas tellement vu de nouveaux composants, hein. Là, on va en avoir un. Alors, qui commence avec 3 traits horizontaux. Voilà. Hein, c'est un peu le kanji pour 3, clairement, hein, parce que le trait du milieu est un peu plus court. Ils sont centrés comme ça verticalement. Et ensuite, j'ai un trait vertical qui les traverse. Ok ? Voilà. Donc, faut pas le confondre avec le kanji du mouton ou la moitié, ce genre de choses. Là, c'est vraiment son propre composant. Auquel on va donner le sens de buisson. Vous pouvez penser que c'est une sorte de branche avec une sorte de tronc avec des petites branches qui sortent avec des feuilles dessus. Bref, c'est un buisson, celui-là. Le premier kanji qu'on va voir avec commence par la clé de la montagne. Yama à gauche. Donc j'ai la montagne. Et à droite, je vais avoir les jambes qui marchent et le buisson. Ok. D'ailleurs, cette combinaison des deux, là, on va la retrouver dans d'autres kanji juste après. Hein. Donc, la montagne, j'ai les jambes qui marchent, je me promène dans les buissons. Qu'est-ce que c'est que ce kanji ? Ce kanji, qui se prononce miné, c'est un sommet. C'est le sens du mot miné. Hein. On le trouve dans pas mal de noms propres d'ailleurs. Est-ce que c'est un Joyo kanji ? Ouais, c'est quand même un Joyo kanji. Et cette lecture on ho, dans quoi on l'a déjà ? Hoto pour dire le sommet. Mineuchi. Bon, c'est pas le plus fréquent. Mais je trouve qu'en termes de mémorisation du sens, il est pas si dur que ça. Puisque on a quand même la montagne dedans. Donc on parle du sommet de la montagne. Comment on y arrive au sommet de la montagne ? En faisant une randonnée. Donc on marche dans les buissons. Hein, voilà, parfois c'est un peu dur, faut passer entre les buissons, on se frotte un peu, ça fait un peu mal aux épaules. Ça accroche le sac à dos. Mais on arrive au bout de notre randonnée en montagne à notre sommet. Voilà. Donc on va garder l'idée de cette randonnée en montagne pour le suivant, puisqu'il lui ressemble beaucoup. Cette fois-ci, on n'a pas la montagne, mais on a un insecte à gauche. Hein, Mushi à gauche. Et à droite de cet insecte, je vais trouver mes jambes qui marchent et mon buisson. Mes jambes qui marchent dans les buissons et mon insecte. Que signifie-t-il ce petit kanji ? Eh bien, c'est une abeille ou une guêpe. Ou même encore un bourdon. Bref, un petit insecte jaune et autre chose, jaune et noir, qui vole et fait bzz bzz bzz. Hachi. Notamment le miel comporte ce kanji, puisqu'on dit hachimitsu. Hein, pardon. Hachimitsu. Et l'inverse, mitsubachi. Hein, mitsubachi, c'est une abeille qui produit du miel. Vous voyez ? Souvent, dans les mots composés de plusieurs kanji, ce qui porte vraiment la nature du mot, c'est ce qu'il y a à la fin. La hachimitsu, c'est du miel. Mitsu, pardon, c'est du miel, mitsu, d'abeille, hachi. Et l'inverse, là, c'est des abeilles qui font du miel. Hein, mitsubachi. Donc, quand vous voyez un
un mot comme ça dont vous ne connaissez pas la signification, mais dont vous comprenez les kanji, parfois ça vous permet de comprendre de quoi il s'agit. Donc, ma randonnée en montagne, c'était bien sympa. Je suis arrivé au sommet. Mais en marchant dans les buissons, il y a un insecte qui m'a piqué. Aïe aïe aïe. Et c'était une guêpe ou une abeille. Ce que vous préférez. Je préfère me dire que c'est une guêpe, parce que les abeilles, on les aime un peu plus. Voire un frelon asiatique, si vous voulez. Alors, le suivant, il a une petite différence dans l'utilisation de cette combinaison-là, des jambes qui marchent et et du buisson. Donc, on va commencer par le fil, le textile. À gauche. À droite, on va avoir notre petite combinaison, là. Vous voyez que je l'ai faite un tout petit peu plus loin, parce que je vais avoir besoin de la place. Hop. Ok. Et pourquoi j'ai besoin de la place? Parce que je vais avoir là le chemin. Compliqué un peu ce kanji, hein. En plus, vous voyez, là, le trait, je l'ai fait un peu bas, alors qu'il est... En vrai, il est un petit peu plus haut, ce petit trait-là. Donc, ce kanji-là, c'est la couture. Coudre. Coudre. Et oui, on aime les abeilles dans le chat. Dédicace. C'est ton kanji. Abeille Flandre. Donc, ou, et aussi la lecture ho. Donc, c'est le fait de coudre. Bon, alors, moi j'ai pensé que lors de ma randonnée, toujours, hein, ma randonnée dans les buissons, en chemin, sur ce chemin, j'avais fait tellement de chemin que mon sac à dos, je m'étais tellement accroché dans les buissons que mon sac à dos était tout décousu et donc j'avais dû utiliser un fil pour le recoudre. Voilà, j'avais pensé au fait de recoudre. Avec cette lecture Ho, qu'est-ce qu'on a? Oui, Ho, c'est la couture, mais avec la grande échelle, hein, avec une machine à coudre. Avec ce C qui évoque la manufacture. Ok. Ensuite, on va avoir... Donc on va mettre de côté voilà, notre randonnée. Là, on va revenir sur le buisson en tant que tel. On va commencer par la clé des doigts. À gauche, les doigts. Ensuite, on va avoir un trait horizontal, comme un plafond, ou le chiffre 1. Et ensuite, on va avoir notre buisson. Ok. Tiens, il me l'a pas bien repéré. Pourquoi? C'est... Ah si, il est là. Aïe. Pas évident de reconnaître complètement le buisson, hein, parce que là, avec ce truc à 4 traits, mais voilà, c'est un trait, puis en dessous le buisson. Et ce kanji, c'est le verbe ogame, qui veut dire adorer, dans le sens prier un dieu, hein, faire l'adoration au sens religieux du terme, pas juste j'adore le chocolat. Ogame, c'est une nom de c'est le verbe adorer. Orogame, je le connais pas, ça veut dire la même chose? Bah tiens, il le trouve pas. Orogame. Bah non, il le trouve pas dans le dico, c'est drôle. J'adore quand ils nous mettent des prononciations qui sont tellement rares que même dans le Jisho, on ne trouve pas les mots qui correspondent. Comme d'hab, n'apprenez pas toutes les prononciations par cœur, je vous en prie. En revanche, un mot qui utilise la prononciation on, c'est par exemple suhai. Suhai, qui est un culte, l'adoration d'une figure religieuse.
Non, c'est pas le rail de Heike, j'ai eu un peu de l'esprit. Bah si, c'est le rail de Heike, ok, on est d'accord, ok. On est d'accord, c'est le rail de Heike. Mais c'était l'autre Heike, bon bref. Heike, c'est une formule toute faite qu'on trouve au début de tous des courriers japonais. Ça veut dire cher monsieur, madame, voilà. Et c'est assez facile en fait, parce que là où en français on va vouloir dire cher monsieur, chère madame, très estimé collègue, cher maître, etc. etc. Non, haike, dans toutes les lettres, toute correspondance japonaise, ça montre que vous commencez votre correspondance par une très simple marque de respect universelle. Voilà. Donc l'adoration. Donc, pour le côté religieux, ce buisson-là, j'ai pensé à un épisode de la Bible. Ouais, encore j'y reviens, désolé. Mais prenez d'autres histoires qui vous parlent, hein, voilà. Et j'ai pensé au moment où Moïse voyait Dieu dans un buisson ardent. Vous savez, un buisson en feu. Donc j'ai mon buisson là, et j'ai Moïse qui essaie de mettre les mains dessus, et qui enlève tout de suite ses mains parce que Dieu est là. Et Dieu lui dit quoi? Je suis un. Je suis un Dieu. Un monothéiste. Je suis tout seul, il n'y en a pas d'autre. Ne laisse pas les autres adorer le veau d'or et ce genre de choses. Donc voilà, j'ai pensé à Moïse et à sa rencontre avec le buisson ardent. Voilà. Alors, cette fois-ci, ça c'est un kanji assez appétissant. Donc, notre buisson, on va légèrement le tourner vers la gauche. Hop, ok. Et ensuite, on va lui ajouter en dessous la colle, le composant de la colle, qu'on avait vu il y a quelques temps. Et ce petit kanji, que je fais pas tout à fait assez large, mais c'est pas grave, il a été reconnu. Et qui va se prononcer ju souvent, ou su. C'est un beau kanji. Alors, il a un sens abstrait, c'est la longévité. Cette prononciation, la kotobuki qu'on voit ici, c'est la prononciation qu'on lui donne quand on le voit tout seul et qu'on l'associe souvent au mariage, à la prospérité, aux félicitations qu'on va donner. Ouais, j'ai souvent vu lors des mariages. Peut-être que c'est marqué, on l'utilise aussi quand on fait des cadeaux lors d'autres événements. Mais c'est vrai que je suis moins familier de ça. De même le verbe kotobuku qui veut dire féliciter quelqu'un. Donc c'est l'idée de souhaiter à quelqu'un une longue vie, hein, de le féliciter. Et dans les prononciations on a du, comme par exemple jumyo, qui est la durée de vie. Hein, la durée de vie. Myo, c'est inochi, la vie. Coucou vieux Jidéo, merci de revenir, c'est gentil. On était en train de voir un kanji bien chouette qui veut dire la longévité, la durée de vie, et que vous allez voir aussi beaucoup dans la gastronomie, puisque vous voyez qu'il a la prononciation se, et c'est le se de sushi. Eh oui, au sushi. Voilà. Ça utilise ce kanji. Je vous avoue, je ne sais pas trop étymologiquement pourquoi sushi s'écrit comme ça. Parce que celui-là, bon, vous voyez, il n'a pas ce kanji tout seul, il n'a pas exactement un sens lié à ça. Il faudrait que je voie l'étymologie du mot sushi, que je connais pas. Mais en tout cas, lui, on le reconnaît, hein, parce que voilà. Donc, on parle de longévité. Alors, l'idée de longévité, moi, je l'ai eue dans ce kanji en pensant à un bonsaï. J'ai pensé à un bonsaï. Oui, il est joli, hein, moi je l'aime bien aussi. Hein, je l'aime beaucoup. Pourquoi j'ai pensé à un bonsaï? Parce que je me suis dit que c'était un petit buisson
Et que si on voulait en prolonger la vie, on pouvait le peindre avec de la colle, lui mettre une sorte de résine. Bon, vous savez que la botanique, c'est pas mon truc. J'imagine qu'on fait pas ça avec un vrai bonsaï, que ça demande beaucoup d'entretien, que c'est tout à fait différent. Mais moi, ça m'a aidé. Voilà, j'ai imaginé que ce bonsaï, ce petit buisson que j'avais emprisonné dans la colle, emprisonné dans le vernis, du coup, il allait durer toute la vie, qu'il allait jamais flétrir. Sans doute pas vrai, mais dans mon histoire, ça l'est. Alors, ensuite, on va prendre le kanji qu'on vient de voir là, et on va lui ajouter à gauche la clé de l'or, la clé des métaux. Donc on va donner aux métaux une longue durée de vie. Plus compliqué là. Le sens de ce kanji, c'est comment dire, on peut dire la fonte, le moulage. Quel mot-clé je lui avais mis dans ma référence, moi? Allez, 1688. J'ai mis la fonderie, ouais, le fait de couler, couler un bronze, mais au sens propre. De faire couler du métal. Et alors, je me souviens bien de l'histoire que je m'étais faite pour ce petit kanji. J'avais pensé à la scène dans Star Wars où notre ami Han Solo se retrouvait coincé dans la carbonite là, et qu'il y avait une espèce de moulage de lui en métal. Je sais pas si vous vous souvenez, comme ça. C'est à la fin du Retour du Jedi là. Et j'ai pensé que le métal, comme ça, préservait le corps à l'intérieur et indéfiniment, quoi, et lui maintenait, lui allongeait sa durée de vie. Voilà, j'ai pensé à cette scène qui m'avait marqué, tout simplement. Merci pour le Wikipédia Google. Mais c'est vrai que c'est pas encore. Enfin, moi, faudrait que j'aille voir dans un, dans un truc japonais, japono-japonais, là, avec des fans de kanji, là, qui n'ont pas peur de m'expliquer ça. Donc voilà, hein, c'est pas le terme. Vous laissez pas abuser par le terme casting. C'est pas c'est pas une distribution de rôle dans une série télé. C'est le moulage. Hein. Le moulage, la fonte, la fonderie. Alors, notre petit buisson, il va avoir un petit copain. Donc on va garder les 3 traits, mais cette fois-ci, celui du haut va être 2 biais. Et à la fin, ça va ressembler à un arbre. Donc oui, c'est un arbre, mais avec quelque chose en plus. Là, il a ces 2 petits traits là, où c'est un mélange entre un buisson et un arbre. En tout cas, c'est un arbre qui perd pas ses feuilles, celui-là, parce que je pense pas, vieux Jidéo, que les dicos... non, les dicos, ils te donnent une définition, hein, ils te mettent pas l'étymologie, pourquoi tel kanji, ceci, cela. Ou alors très brièvement. En tout cas, ce petit composant-là, parce qu'on va l'apprendre comme composant, on va lui donner le sens d'un sapin. Ou même précisément, si vous voulez, d'un sapin de Noël. Je ne sais pas pourquoi il a mis sapin de Noël, il faut déjà penser à un sapin. Donc un mélange d'arbres et de buissons. Bref, un arbre qui résiste, qui ne perd pas ses feuilles. Ça va être un petit sapin de Noël. Ok ? Et ce sapin de Noël, alors on va pas le voir dans beaucoup de kanji. Pas dans beaucoup, mais c'est pas grave. On va le voir dans un kanji assez compliqué. Donc accrochez-vous. Là, en haut, on va avoir la clé du bambou. Pardon. Kyok. Ok.
Takekamuri en haut, le bambou. En dessous, je vais avoir mon... Mon petit sapin de Noël. Et à sa droite, autrefois. Ouh là 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 là. Mukashi. Donc ça nous fait un kanji, ma foi, bien complexe visuellement. Et coucou Hawok, ohisashiburi desu. Donc, le bambou, le sapin de Noël est autrefois. Ok. Alors, le sens de ce kanji, c'est le fait de s'enregistrer dans un registre. On avait déjà un kanji qui avait un sens un peu similaire, mais là c'est vraiment le registre lui-même, si vous voulez. Le registre dans lequel sont mis les noms. On trouve ce kanji dans le mot kokuseki, qui veut dire la nationalité. On a Nyuseki aussi, qui veut dire c'est faire les formalités pour un mariage. C'est le fait de s'ajouter au livret de famille, si vous voulez, l'équivalent administratif français. Un Nyuseki seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Iseki, le transfert. Donc voilà, mais bon, le mot le plus courant, c'est vraiment kokuseki, la nationalité. C'est mimasen, kokuseki wa. Excusez-moi, quelle est votre nationalité? Dès qu'un japonais va vous poser cette question, vous savez que vous allez avoir un petit problème. Parce que vous n'avez pas la nationalité japonaise, donc c'est... Par exemple, on peut vous refuser l'accès à un logement, on peut vous refuser beaucoup de choses. Anyway, donc, là, moi j'ai pensé... Je m'étais fait une histoire complètement alambiquée avec ce truc. J'ai pensé qu'autrefois, on devait enregistrer dans un registre à chaque fois. En fait, j'ai pensé aux chrétiens d'autrefois au Japon. Vous allez croire que je suis obsédé par la Bible et la religion, mais je sais pas pourquoi. L'histoire des chrétiens au Japon, c'est vachement intéressant, cela dit. Et j'ai pensé que, comme vous savez, les Japonais ont fait une résistance, ont opposé une résistance farouche au prosélytisme des jésuites et ont beaucoup persécuté les chrétiens pour éviter que la religion se diffuse. Et donc j'ai pensé qu'autrefois, les chrétiens devaient s'enregistrer quand ils fêtaient Noël, voilà, avec leur arbre de Noël, dans un registre en bambou. Voilà. Ça dit pas grand chose, c'est absolument pas vrai. Mais j'ai gardé cette idée, voilà, d'enregistrement dans un vieux registre, quoi, comme peut l'être un livret de famille ou un carnet de santé. Je sais pas si vous avez toujours vos carnets de santé, pour ceux qui sont plus vieux. Moi j'ai toujours mon carnet de santé de quand j'étais gosse. Je peux vous dire qu'il a vu... il fait son âge, mon carnet de santé, quoi. Il est bien jaune. Ok. Ensuite, on va voir un petit composant qui est encore une variation sur notre buisson, là. Vous voyez, j'ai mon buisson, là. Et je vais lui rajouter une petite jambe, ici. Vous voyez? Je vais rajouter une petite jambe, là, qui dépasse légèrement sur le dessus. Ok? Donc j'ai mon buisson, un peu comme il est dans le su de sushi, dans la longévité, légèrement de biais. Et je lui rajoute, pouf, une deuxième jambe après. Et ça, c'est mon bonsaï pour le coup. C'est vraiment mon bonsaï. Donc c'est vrai que dans ma tête, parfois, le bonsaï, le buisson, il se mélange un petit peu. C'est pas trop grave, tant que vous arrivez à bien reconnaître les kanji. Essayez de garder quand même les composants bien séparés dans votre tête. Voilà. Donc, et le premier kanji qu'on va voir avec, c'est un kanji fondamental. Sans doute un kanji JLPT N5. Et vous voyez, oui, on en voit encore. On a beau être à près de 1700 kanji, on en voit encore. Puisque c'est une saison.
Une jolie saison, puisque c'est le printemps. Haru desu, haru desu. Donc le jour idéal pour planter un bonsaï, c'est le premier jour du printemps peut-être. On peut se faire une histoire comme ça. Et cette prononciation shun, on la trouve pas mal, hein, comme dans Seishun, la jeunesse, le printemps bleu. Oh, c'est beau. Seishun, hein, ou shun ka shuto, hein, le cycle des saisons, shun ka shuto. Oui. Le printemps est aussi utilisé parfois pour désigner la prostitution. Vous voyez, baishun, hein, le printemps qu'on peut acheter. Ça veut dire la prostitution. C'est assez poétique pour un quotidien sans doute beaucoup moins poétique. Voilà. Donc le premier jour du printemps. Alors est-ce qu'ils nous l'ont mis GLPTN5 ? Oh, ils l'ont mis N4, ok. Bon. Ok. Donc ensuite, alors, on va apprendre maintenant le genre de choses que j'aime pas du tout apprendre, que j'ai beaucoup de mal à retenir, de la botanique. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, il y a des arbres dans les Joyo Kanji. Et donc là, on est sur l'arbre du printemps. L'arbre du printemps. Je sais pas comment vous allez réussir à retenir ça. Dieu sait que moi j'ai eu du mal. Et que je me trompe encore, mais c'est Tsubaki, qui est un bel arbre, c'est le camélia. Donc si jamais vous arrivez, peut-être que le camélia fleurit au printemps, peut-être qu'il y a autre chose, mais en tout cas, on peut retenir pour notre histoire que l'arbre qui fleurit au printemps, c'est le camélia. Bon, si vous le retenez pas bien... Ah non, c'est un Jinmeiyo, pas un Joyo Kanji, merci. Mais il se voit, hein, celui-là. Il se voit pas mal dans des noms. Bon, on va passer rapidement quand même, parce que c'est pas le plus fondamental. Le suivant, je l'aime bien. Donc on va avoir notre bonsaï. Et en dessous du bonsaï, on aura pu le jour, le soleil, comme avant, mais on va avoir des grains de riz. Et oui, tchoc. Les petits grains de riz. Une variante sur le riz qu'on avait vu quand on avait étudié le kanji du riz okome. Ce kanji-là, c'est Thaï, il se prononce Thaï comme la Thaïlande. Et son sens, donc au-delà de vouloir signifier le pays, la Thaïlande, c'est le calme, quelque chose en paix. Bon la Thaïlande, on peut l'associer pas mal au bouddhisme. Ah oui, ça y est, je sors de l'Ancien et du Nouveau Testament, et on va dans le bouddhisme. Et quand même se dire que dans le bouddhisme, voilà, on vise une forme de calme, de sérénité avec l'éveil. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ? Une fois qu'on a notre bonsaï et nos grains de riz, moi en fait, j'avais pensé que le bonsaï était... j'avais pensé à une reproduction de temples bouddhistes en miniature. Donc avec un petit bonsaï et des petits grains de riz qui allaient me représenter le jardin de pierre, les petites pierres, les petits cailloux, voilà, comme dans comme au Ryoanji par exemple, voilà. Bon, le Ryoanji a juste des pierres, il a pas de bonsaï, mais bon, on peut tordre un peu l'image comme ça. Hein. Le magnifique jardin du Ryoanji. Donc moi c'est une image comme ça que j'ai pris dans ma tête, et donc je l'ai assez facilement associé au bouddhisme, à la sérénité, à la Thaïlande aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à le mémoriser. Ensuite, si on continue avec notre petit bonsaï. Et oui, je dis bien bonsaï et pas bonsaï. Ne le prononcez pas à la française, en tout cas pas avec moi. Et cette fois-ci, en dessous de mon bonsaï, je vais lui mettre le ciel, les cieux, version petite. Ce kanji,
représente la diffusion de musique. C'est le sens du verbe ici, kanaderu. Ça n'a rien à voir avec un canadair, kanaderu. La première fois que je suis tombé sur ce truc-là, j'étais là, le canadair. Et j'ai un peu retenu comme ça à chaque fois j'y pense. Mais j'ai imaginé un canadair qui, au lieu. Vous savez, les canadaires, c'est les avions qui larguent de la flotte sur les incendies. Là, j'ai pensé qu'ils pouvaient diffuser de la musique sur des plages à Ibiza. Je pensais à quelque chose d'un peu moins tragique que tous les incendies qu'on a chaque année à proximité des zones touristiques chaudes. Donc kanaderu, hein, ou so, comme dans enso. Enso, c'est un concert, une performance musicale, si vous voulez, le fait de faire de la musique live en public. Enso kanaderu. Donc j'ai mon bonsaï et j'ai le ciel. Moi j'ai imaginé une vision bucolique du paradis, on est encore dans du mystique, où au paradis, aux cieux, il y avait des jolis bonsaïs partout et des petits anges qui jouaient de la musique, qui jouaient du luth ou de la harpe. Voilà les images qu'on trouve un peu. On en voit beaucoup, hein, ça dans toutes les religions. Dans la représentation du paradis, il y a toujours un peu de musique quelque part. Et ensuite, là, je vais avoir la clé du toit, là-haut. Et en dessous, mon petit bonsaï. Ok. D'ailleurs, je l'ai pas bien fait, parce que ça dépasse là-haut. Ça dépend, ça dépasse. Voilà. Ok. La maison et un bonsaï dedans. Ce kanji qui se prononce jitsu, comme dans shinjitsu, veut dire la réalité, la vérité. Il y a un joli sens ce kanji. Vous voyez, il est très fréquent, niveau N3. Donc il est très bien à connaître. L'autre gamme de sens qu'il a, c'est tout ce qui est lié au fait de porter ses fruits. C'est le sens du verbe minoru. Porter ses fruits, ou même mi tout seul, avec cette lecture mi, ça signifie un fruit, un résultat. Le résultat des efforts, etc. Voilà. Donc, shinjitsu no jitsu, hein, ou jikken, une expérience par exemple, une mise à l'épreuve. Jittai, l'objet concret, ce genre de choses. Donc il est vraiment super fréquent celui-là. Vous allez le voir souvent. Moi j'ai pensé que dans ma maison, sous mon toit, hein, la clé du toit, là, sous mon toit, j'avais mis des bonsaïs, et que ces bonsaïs qu'il y avait sous un toit, le toit ça pourrait être par exemple comme la cloche d'un terrarium, vous savez, cette cloche en verre qu'on met sur des petits ensembles qui comprennent des petites plantes miniatures. C'est une reproduction de la réalité. C'est la réalité en miniature. Le bonsaï, c'est la réalité en miniature qui est mise sous cloche, comme ça, sous mon toit dans ma maison. Et c'est comme ça que je l'avais retenu. Ensuite. Alors, on a encore quelque chose d'assez similaire visuellement, mais avec un sens bien différent. Cette fois-ci, on n'a que 2 traits comme ça, comme le kanji ni, 2, et on les traverse verticalement comme ça. C'est plus ou moins la croix de Lorraine, hein, la croix de Lorraine, le symbole du général de Gaulle, etc. Voilà. Hein, le niveau des proportions, il est un peu plus comme ça, voilà, un peu plus long en bas, mais pas biscornu. Ok. Le sens que va revêtir ce composant, c'est un épi de maïs. Donc on peut imaginer qu'on le fait rôtir et qu'on le mange comme ça sur les côtés. Voilà. Hein, donc je vous rappelle, hein, le buisson, il y en a 3. Hop, comme ça. Et l'épi de maïs, il n'y en a que 2. Ok ? Il n'y en a que 2. Et c'est important de le bien distinguer puisque on va voir son utilisation avec des composants similaires. Donc, notamment
je vais avoir mon bonsaï. Ok. Au-dessus de mon épi de maïs. Mon bonsaï sur mon épi de maïs. Et le sens de ce kanji, qu'on retrouve avec le verbe tatematsuru ou hozuru, c'est le fait de dédier un présent. Dédier un présent. Donc on le trouve pas mal aussi dans des trucs religieux. C'est vachement branché religion aujourd'hui, c'est marrant. Hein, mais voilà, tatematsuru, révérer, faire respectueusement. On ne croise pas si souvent que ça, ce kanji quand même. Avec la lecture ho, c'est pas le ho de hobi, je sais plus. Non, c'est pas ça, c'était homeru, le ho de hobi. Qu'est-ce qu'on a avec ce kanji? C'est de trouver des mots. Ah oui, hoshi. Pas facile, hein, celui-là. Oh non, la présentation, la consécration, vous savez, comme le fait de consacrer des hosties, ce genre de choses. Donc il y a plein de trucs de religion là-dedans, hein, dans ce kanji. Et moi j'ai pensé que, en fait, j'ai pensé à une offrande, comme sens, je pense que c'est ça que je me suis mis comme mot-clé, non? L'offrande ou pas? J'avais mis dédié, comme mot-clé. Ouais. Je dédie une offrande. J'ai pensé, justement, je suis resté un peu dans l'univers de mon petit temple bouddhiste, là, que j'avais vu, qui était tout calme, en Thaïlande. Et j'ai pensé qu'il y avait une offrande qui était faite tous les jours, devant le bonsaï, avec un petit épi de maïs, qui était faite pour honorer je ne sais quel personnage illustre. Et cette offrande, on va la retrouver dans le kanji suivant. Donc là, j'avais une personne seule à gauche. Et à droite, j'ai mon offrande dédiée à je ne sais quel moine bouddhiste ou grand personnage. Ok. Et ce kanji, c'est une rémunération. C'est le sens en anglais, stipend, c'est votre dédommagement pour le travail que vous faites. Le salaire. On ne le trouve pas si souvent que ça, hein, ce kanji. On va pas se mentir. Nenpo, le salaire annuel par exemple. Hoku, avec l'autre salaire, qui est un peu plus. L'autre kanji pour le salaire, hein, qu'on trouve dans le mot kuryo par exemple. Voilà. Et donc, moi j'ai pensé que mon petit moine, qui était tout seul à faire son offrande tous les jours dans son temple, qu'il avait un salaire de moine, quoi. Donc un salaire clairement pas très élevé. Pas du tout. Et voilà, et on va laisser un petit peu de côté notre bonsaï, donc ça c'est bien. Mais on va rester dans les... Enfin, notre bonsaï et notre épi de maïs, mais on va rester dans les plantes, vous allez voir. Puisque là, on va avoir un composant qui est un peu relou à faire, donc je vais faire d'abord le reste du premier kanji qu'il utilise. Après, je vais vous l'expliquer. Donc le premier kanji qu'on va voir avec ce nouveau composant utilise à la gauche la clé du langage, ok? Dire. Le verbe iu, dire quelque chose. Et à droite, j'ai mon nouveau composant, qui est lui-même une combinaison. Donc là-haut, je vais avoir la clé des plantes, des fleurs. En dessous, je vais avoir un premier carré, comme ça, la bouche. Et en dessous, je vais avoir mon composant pour grandir. Oula, qu'on a vu la dernière fois.
avec ses 3 traits et la petite pousse vers le haut. Alors il dépasse pas du carré là. Bon, si vous le dessinez en dépassant, c'est pas grave. On comprendra quand même ce que vous avez fait, même si votre prof de calligraphie vous fera un caca nerveux. Voilà. Ok, donc ce composant là sur la droite désigne un chou. Un chou, kyabetsu en japonais. Donc j'ai un chou. On peut se dire que ça ressemble peut-être à un petit enfant à droite, hein, la combinaison de la tête là avec grandir en dessous. On grandit, les petits enfants qui naissent dans les choux, c'est les garçons, donc ils grandissent. Un truc comme ça, on peut utiliser cette image-là. Bref. Ce kanji-là correspond au verbe tsutsushimu. Alors tsutsushimu, c'est un verbe que j'aime pas trop, ce qui est toujours un petit peu compliqué à traduire. C'est le fait de ne pas se faire remarquer, se comporter avec une grande humilité, une grande modération. Hein. Imaginez une personne très accommodante qui ne veut pas prendre de place, qui ne veut pas se faire remarquer. Hein. Voilà, et on va avoir la lecture kin. Comme dans Kinshin, on n'a pas des trucs un peu plus courants que ça avec ce kanji. Tiak. Tsushimu, on l'a vu. Non, vraiment, Kinshin. Kinshin, hein, c'est un mot qu'on avait vu, qui voulait dire le fait de se retenir ou voire d'être confiné à la maison. Kingen. Hein, le contraire de Kinshin, c'est Fukinshin qui veut dire voilà, vous n'êtes pas, vous ne savez pas rester à votre place, vous faites des commentaires un peu mal polis. Donc le sens, le mot qu'a mis ici, c'est discreet, donc la discrétion, l'idée voilà de pas faire trop de bruit. Quelle histoire je m'étais créée avec le langage et les choux. Peut-être qu'il vaut mieux rester discret quand on croit encore que les enfants naissent dans les choux. Peut-être, hein. Qu'il faut rester discret, ou si on veut, faut pas trop le dire. Moi, je crois, on peut se faire une histoire comme ça. Moi, je suis convaincu que les enfants, les petits garçons naissent dans les choux, mais je le dis pas trop parce que je reste discret. Peut-être comme les personnes qui ont encore des croyances pas très scientifiques, comme qui pensent que la Terre est encore plate. Bref, vous trouverez quelque chose, les amis, vous inquiétez pas. Et si jamais la première histoire que vous créez pour un kanji, elle reste pas, vous y arrivez pas, plus tard vous en ferez une autre, c'est pas grave. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais avoir encore mon petit chou là sur la droite. Mes petits choux, ça me fait penser à un super livre pour enfants qui s'appelle La Reine Prout Prout, qui raconte les problèmes de flatulence d'une reine assez pète sec qui est une grosse vache et qui ne mange que des choux toute la journée. Bref, tac. Il me l'a pas reconnu celui-là, c'est pas grave. Donc vous avez peut-être vu que à gauche là cette fois-ci, j'ai fait la clé de la personne seule, hein, une personne toute seule à gauche. Et à droite, j'ai mon chou. Ah ben oui, c'est parce que lui, ce petit salopio, je ne sais pas pourquoi, il me prend mon chou et lui ajoute un petit trait en plus là, que du coup, j'avais pas fait. Hein. Ben oui. Donc ça m'agace un peu parce qu'on le voit sous plusieurs formes celui-là. Hein. Parfois avec ce trait-là, parfois sans ce trait-là, vous voyez. Là, il dépasse au-dessus, alors que normalement, dans le chou, il dépasse pas.
Bon, ok. C'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est qu'on comprenne ce kanji. Ce kanji, il va avec... Attends, c'est le mot wazuka. Il nous le montre pas, non. Il nous en montre pas un autre. Wazuka, c'est un adjectif en na. Wazuka na koto. Et ça veut dire quelque chose de très très faible importance. Quelque chose de négligeable, de trivial. Un tout petit truc dont tout le monde se fiche complètement. Une petite bagatelle insignifiante. Hein, voilà, quelque chose d'insignifiant. Bam bam bam. Donc la prononciation on-kin, on la trouve dans kinsho, par exemple, qui veut dire... bim bim bim. Hein, qui veut dire avec le show de skonai, skoshi, un tout petit peu. Voilà, wazuka, wazuka. Une petite bagatelle, un petit truc insignifiant. Qu'est-ce qui est insignifiant dans mes choux? Ah, mais je crois que j'avais repensé justement à ma reine Prout-Prout. Hein, elle... Donc la reine Prout-Prout, elle consulte des proutologues et tout pour essayer de résoudre ses problèmes de flatulence. Ils osent pas lui dire quel est le problème, hein, jusqu'à ce qu'enfin il y ait quelqu'un qui lui dise mais non, voilà, vous mangez que des choux, donc il faut diversifier votre alimentation. Hein. Une seule personne a suffi à résoudre son problème, son tout petit problème insignifiant, c'était juste qu'elle devait diversifier son alimentation. Pas compliqué. Hein, pas compliqué en fait. Il suffisait d'un tout petit rien, un petit changement dans son alimentation pour qu'elle n'ait plus de problème de paix. Ça peut marcher ça. Ensuite, notre chou, on va l'avoir à gauche. On va le retrouver sans ces petites élégances là qui me fatiguent. Tac. Hop. Hop, hop, hop. Donc j'ai mon chou. Et à droite de mon chou, je vais avoir la force. Mais oui, mon chou. Ok. Ah oui, d'ailleurs, ouais, je ne l'ai pas très bien fait, parce que là, ouais, on va le refaire là, hein, comme d'hab. Comme il est en clé à gauche, souvent, le dernier trait horizontal est un peu de biais. Hop. J'avais dit un peu de biais, pas complètement, voilà. Ouh là là, c'est pire. Bref, pas grave, danse un peu le tango. Ensuite, donc j'ai la force à droite, chikara. Hein, qui ressemble beaucoup au katakana pour K, son K. Ce kanji indique, alors le mot-clé qui est associé, c'est la diligence, pas le véhicule, mais la diligence dont on fait preuve, les efforts qu'on fait pour faire quelque chose de bien. Hein. C'est lié au monde du travail. Vous avez le verbe isoshimu qui veut dire faire des efforts. Et surtout cette lecture kin qu'on va trouver par exemple dans un mot comme tsukin. Tsukin, c'est le fait de se rendre à son travail. Kinmu, hein, c'est ses obligations professionnelles, son travail, ce qu'on doit faire au travail. Donc ça, c'est un kanji assez courant. Hein. Dès qu'on parle du monde du travail et tout, on le trouve assez vite ce kanji. En plus, c'est le kanji numéro 1700, les amis, bravo à vous. 1700 kanji, c'est pas rien. On y arrive doucement. Ça veut dire que là, il nous en reste plus que 500. Trop fastoche. On va y arriver en 2 temps 3 mouvements, presque. Donc voilà, donc j'ai la force du chou. Alors moi j'ai pensé à Popeye. Donc Popeye il mangeait des épinards, mais si Popeye il mangeait des choux, il aurait tellement de force pour abattre tellement de travail diligemment, hein, avec beaucoup d'énergie. Ça vous le mot-clé diligence, j'ai franchement un peu de mal à l'associer à ce kanji là, mais
l'idée du travail, des efforts, je la retrouve avec le fait que voilà, on mange des choux pour être fort, pour pouvoir se donner à fond, faire du travail, et pas juste faire des P monstrueux comme la reine Prout-Prout. Voilà, voilà. Nouveau petit composant. Nouveau petit composant qui ressemble pas mal au chou, mais qui est un petit peu différent. Alors pareil, là on va le voir directement dans un kanji, ce nouveau petit composant. Donc mon petit kanji là, c'est avec la clé de l'eau. Donc j'ai l'eau à gauche, Sanzui, et à droite, mes fleurs, mes plantes. Et vous allez voir, ça commence comme le chou, mais ça se termine différemment. Puisque, contrairement au chou, là, en dessous, j'ai pas grandir, mais j'ai le kanji du mari. Oto, le mari. D'ailleurs, il déborde. Hop, il va jusqu'en haut. Oto, mon mari. Et tout ce composant là sur la droite, donc qui ressemble beaucoup au chou, mais qui est différent en bas, vous voyez, hein, là c'est fermé par un trait horizontal, là c'est ouvert avec deux petites jambes. Ce composant va avoir le sens d'un épouvantail. Ok, peut-être l'épouvantail qui protège les choux d'ailleurs. Vous voyez qu'il ressemble un petit peu à une personne, un mari, un homme. Là, vous pouvez dire c'est la tête, là, ça c'est ses bras, peut-être que c'est un épouvantail avec 4 bras pour bien faire peur et protéger les plantes des assauts, des corbeaux. Bref, tout ça c'est mon épouvantail à droite, et à gauche j'ai l'eau. Et ça c'est un très joli kanji puisque c'est le kan de kanji. C'est littéralement le kan de kanji. Un kanji, ça veut dire un caractère d'origine chinoise, un caractère sino-japonais. Et donc c'est le sens de ce kanji, ça veut dire quelque chose qui vient de Chine, qui vient du continent. Moi j'ai pensé simplement que les Japonais n'avaient pas à l'origine d'épouvantail chez eux dans leur agriculture, et que traversant l'eau, traversant la mer, était venu de Chine l'idée de l'épouvantail. C'était quelque chose qu'ils avaient importé, comme ils ont importé énormément de choses, et notamment leur système d'écriture, depuis ce pays, voilà, depuis le continent. Voilà, on trouve aussi, par exemple, kango, pas celui-là. Un kango, c'est les mots d'origine chinoise. Les mots sino-japonais, les mots qui sont faits de prononciation on. Voilà, voilà. Mais mon pauvre petit épouvantail, avec sa bouche, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour Jonathan, la bouche. J'ai dit avec ça a réveillé mon Alexa. Problème récurrent des possesseurs de petites enceintes connectées Amazon, bref. Alors, donc, je fais mon petit scarecrow, comme on dit en anglais. Mon petit épouvantail. Et à sa gauche, j'ai la bouche. Qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche, mon épouvantail, qui est tout seul, coincé dans son champ? Eh bien, il soupire, il se lamente. C'est le sens de ce kanji qui est associé au verbe nageku, pousser un soupir, se lamenter. Tan, en lecture on. Voilà. Nageku. Si vous connaissez le vieux film Le Magicien d'Oz, d'ailleurs, il va y avoir là, il y a une version pas vraiment modernisée, mais bon, une version alternative avec Ariana Grande là, qui sort au cinéma, là, Wicked. Dedans, il y a un épouvantail. Hein. Si on le regarde là. Voilà, mon pauvre épouvantail, avec sa grande bouche ouverte là. J'ai pensé qu'il s'ennuyait. Regardez-le, il s'ennuie, il pousse des gros soupirs avec sa bouche. Mais non, tout va bien.
Tout va bien, petit épouvantail. Oui, parce que pourquoi il pousse des soupirs? Parce qu'il essaie de faire des choses assez compliquées, mon épouvantail. Dans mon imaginaire à moi. Là, cette fois-ci, je vais le mettre à gauche. Ok. Et à droite, je vais avoir la dinde. La dinde. Mon épouvantail et la dinde. Et ben mon épouvantail, ça lui est très difficile, voire impossible, d'attraper la dinde après laquelle il court. Voilà. Imaginons que mon épouvantail a repéré une dinde qui venait manger des choux ou je ne sais quoi dans le champ. Eh bien, ça va être difficile pour lui d'aller l'empêcher de... Voilà, puisqu'il est un peu coincé sur son poteau. Donc c'est l'adjectif muzukashi qu'on voit écrit avec ce kanji qui est du coup assez répandu. Et cette lecture on qui est nan qu'on va trouver dans plein de mots qui évoquent des difficultés. Par exemple konnan, des difficultés. Hinan, la fuite pour trouver refuge. Sainan, les désastres, les catastrophes naturelles. Voilà. Donc, nan ou nanmin encore, par exemple. Nanmin, c'est une personne qui a rencontré des difficultés, donc c'est un réfugié, une personne déplacée. Voilà les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, comme mon petit Scarecrow, mon petit, le mot français ne me vient jamais, je vais y arriver, épouvantail. Ok? Alors, allez, on va se la terminer, cette leçon. On va avancer. Donc, avec un nouveau composant. Pas complètement facile à bien repérer. Ok? 3 traits, mais vous voyez là, cette fois-ci, celui du milieu est plus long que les autres. Ensuite, je vais fermer ma boîte là, mais en laissant un tout petit peu dépasser sur les côtés, vous voyez? Je la ferme pas aux extrémités. Et un dernier trait qui traverse comme ça. Voilà. On dirait un peu une cible sur une tête, une cible sur une bouche, quelque chose comme ça. Voilà, il est pas facile à bien faire cet élément, je trouve. Et au niveau du sens, c'est pas joli non plus. On va... Ouais, puisqu'il avait mis sillage, mais moi je mets surtout le sens du foin en fait. On va rester dans la botanique un peu. On va penser à du foin quand on voit ça. Bon, ça va pas venir tout de suite, mais on le voit quand même dans un petit paquet de kanji là qu'on va découvrir, dont certains qui sont assez courants. D'accord? Ok, bon. Premier kanji qu'on va voir avec ce composant. Il commence par la clé des plantes, des fleurs. Ensuite, on va avoir le foin, très légèrement modifié par rapport à ce que je vous ai montré, puisque le trait vertical ne va pas dépasser là-haut. Il va aller uniquement vers le bas. Et je lui rajoute un trait en dessous. Ok? Il n'a pas du tout aimé l'ordre des... Si, il m'a quand même reconnu mon kanji. Ok. Ce kanji, c'est un autre kanji pour dire hana. Souvent, quand vous allez avoir quelqu'un qui, dans les prénoms notamment, des prénoms qui se terminent par le son ka, ça représente la fleur, mais c'est ce kanji-là qu'on a. C'est pas le kanji de hana, la fleur, qu'on connaît habituellement. C'est pas celui-là. Ça va être très souvent celui-là qu'on va trouver dans les prénoms. Pourquoi? Parce qu'il veut vraiment dire une très belle fleur. Il représente la splendeur, ce kanji. Splendide. Donc on peut imaginer que la splendeur, jadis, c'était d'avoir
des belles fleurs et beaucoup de foin, bref, d'avoir une opulence ostentatoire au niveau de ce qu'on possédait, parce que jadis on était quand même plutôt... la richesse, c'était avant tout la richesse agricole. Voilà, on peut y penser comme ça. Le dernier trait en bas, vous lui mettez un peu le sens que vous voulez, soit vous voyez carrément le plus du 10, avoir 10 bottes de foin par exemple. Avoir 10 bottes de foin et plein de plantes, ça montrait on vivait dans la splendeur. Hein. On a le mot Kasha, pardon. Non, pas celui-là. Kasha, hein, qui veut dire le grand luxe. Le grand luxe ? Ah non, pardon, la délicatesse. Oula. Ah non, je confonds avec Kasha. Non ? Ah, mais en fait, je suis perdu. Ah là là, c'est exactement le même mot avec exactement les mêmes kanji qui peuvent avoir deux sens différents. Bon, donc kasha c'est bien le luxe et kyasha c'est la délicatesse. Eh ben les amis, on n'est pas aidés là. Hein. On n'est clairement pas aidés. Si en plus c'est carrément les mêmes kanji, que ça veut pas dire la même chose. Hein. On l'écrira en kana celui-là la prochaine fois. Donc voilà, la splendeur. J'ai 10 bottes de foin et j'ai des fleurs. Ensuite, cette fois-ci, on va avoir une petite goutte au-dessus. Et en dessous, on va avoir notre foin. J'ai pas fait dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Voilà. Merci. Je vais augmenter les chances qu'on me reconnaisse. Donc je vais faire mes traits à peu près dans l'ordre où les outils de reconnaissance graphique les attendent. Et là, pof, j'ai le sol en bas, hein, je le ferme complètement mon kanji. Donc j'ai mon foin, j'ai une goutte du foin et le sol. Ça c'est le fait d'être suspendu. Un tareru, c'est ce que ça veut dire, être suspendu, être accroché, pendre. Hein, vraiment, vous pensez à quelque chose qui est pendu, qui est accroché à un crochet, puis qui tend vers le bas comme ça, hein, qui est suspendu. On a aussi tarasu, hein, qui veut dire suspendre, accrocher quelque chose. Dépendre, mais pas dans le sens créer une dépendance, hein, mais le fait d'accrocher quelque chose qui va pendre vers le bas. C'est pas d'ailleurs dépendre, puisque dépendre c'est décrocher. Bref, il y a une grande verticalité dans ce kanji, on le retrouve avec cette lecture sui, comme dans suichoku, qui veut dire vertical. Hein, quelque chose qui suit la gravitation, la gravité, la pesanteur. Et moi j'ai pensé à une scène au début de Kiki la petite sorcière, ce kanji. Je vais essayer de trouver. De vous trouver ça. Ah bah voilà. Si vous vous souvenez un peu de ce dessin animé, au tout début, elle s'installe dans un train là pour se protéger de la pluie et rejoindre la grande ville. Et il y a son pied qui pend, qui dépasse du foin là. Il y a du foin là-dedans. Dans cette scène, c'est ça qui m'y a fait penser. Et elle se fait lécher le pied par une vache qui est en dessous. Voilà. Ah, c'est cette image-là que je voulais. Voilà. Vous voyez ? C'est cette image mentale que j'ai. Voilà. J'ai pensé que le pied de Kiki pendait au travers du foin et que sur le sol, il y avait une vache qui lui léchait et qui lui laissait une goutte de bave dessus. Et voilà. Donc c'est cette image-là que j'ai dans la tête quand je pense à ce kanji. C'est Kiki dans son petit train. Et ça m'aide puisque le kanji suivant
capitaliser sur cette petite image mentale. Hop. Donc j'ai à gauche la bouche et ensuite mon truc qui pend. Mon truc qui pend verticalement. Eh bien, qu'est-ce qui pend verticalement de ma bouche? De la salive, évidemment. Voilà, la petite goutte de salive, je la retrouve dans ce kanji avec tsuba, sa prononciation tsuba qui veut dire la salive. On a aussi daeki avec la prononciation on, là. Le liquide salivaire. La salive, voilà, qui pend de la bouche. Autre kanji avec ce truc qui pend verticalement. Cette fois-ci, on va avoir un œil. Et à droite de l'œil, j'ai mon truc qui pend verticalement. Ah, j'ai encore fait les traits dans un mauvais ordre. Tac. Hop. Et voilà. Donc j'ai l'œil et quelque chose qui pend verticalement. Qu'est-ce qui se passe quand mes yeux commencent à aller vers le bas là? Commencent à pendre, que mes paupières sont lourdes? Eh bien, c'est que j'ai envie de dormir. Et c'est le sens de ce kanji. Le fait d'être, de s'endormir. Nemui, c'est un adjectif qui veut dire somnolent, qui a envie de dormir. Le verbe nemuru, c'est être en train de dormir. Et cette prononciation sui, on la trouve dans suimin, qui veut dire le sommeil. Suimin. Voilà, voilà. Donc encore cette verticalité, le fait que quelque chose va vers le bas. Là, cette fois-ci, c'est mes yeux. Ils se ferment verticalement et pas horizontalement, un peu dur avec les paupières. Il y a des animaux, je crois, qui ont des paupières qui se ferment comme ça. Je sais pas. Parce que j'ai envie de dormir. Voilà, voilà. Allez, courage, encore 3 petits. Cette fois-ci, on va avoir la clé du métal, donc de l'or. Et à droite, encore mon truc vertical. Le fait de pendre. Et je vais encore faire un lien avec le sommeil. Pourquoi? Puisque ce kanji-là désigne un fuseau, une quenouille. What? Alors, attendez. Moi, là, ils me mettent un maillet, un marteau, mais comment je vais le retrouver, ce sens de quenouille? C'est pas ça, spindle? Voilà. Voilà. Ma quenouille. Voilà ma quenouille, mon fuseau, ma quenouille. Eh bien, la belle au bois dormant. Eh oui, la belle au bois dormant, qui s'est endormie au kanji d'avant, là, avec ses yeux qui tombent comme ça. C'est parce qu'elle s'est piqué le doigt sur quelque chose en métal, qui a fait qu'elle a chuté verticalement, et qu'elle s'est endormie. Pas facile ce kanji, on ne le trouve pas très souvent. Hosui, un fuseau, bon. Pas facile. Mais avec ces images-là, on arrive à la voir. Le suivant, en revanche, on le trouve tout le temps. Ok? Il ressemble beaucoup à notre foin, là. Avec une petite variation. Enfin, il ressemble beaucoup à notre truc qui tombe verticalement, là. Sauf que là, la différence, c'est uniquement en bas. On va pas avoir un trait horizontal comme ça, on va avoir 2 traits qui partent comme ça, comme pour l'arbre, ok? Et au bas alors, pourquoi tu me l'as pas reconnu, coquinou? C'est pas bien grave. On va le voir là. C'est le kanji du verbe noru, qui veut dire monter dans un véhicule, être dans un véhicule.
Qu'entend-on quand on dit qu'il n'y a pas de pluriel en japonais? Bah, exactement ce qu'on dit, Jacqueline du 93. Il n'y a pas de pluriel en japonais. C'est-à-dire que quand tu vas dire une pomme ou des pommes, tu vas dire ringo, et après c'est le contexte qui va t'aider à savoir s'il y en a une ou plusieurs. Voilà, mais t'as pas d'accord ou de grammaire qui change en fonction du pluriel en japonais. Tu as des façons d'exprimer les chiffres, le nombre de choses, mais tu n'as pas de marque grammaticale de pluriel. Il y a certaines façons d'exprimer le pluriel avec certains mots, avec le suffixe tachi par exemple. Donc anata, toi, anata, tachi, vous. Mais ça n'est pas du tout. Voilà. Si je te dis kuruma, la voiture, en fonction du contexte, ça peut être une voiture ou les voitures. Tout dépend du contexte. Voilà, voilà. Effectivement, pas de pluriel grammatical en japonais, tout simplement. Donc, ce kanji-là, noru, monter, être dans un véhicule. Bah moi, j'ai encore gardé mon histoire de Kiki la petite sorcière avec son foin là. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai pensé que c'était peut-être ces deux petites jambes qui dépassaient du foin pour, euh, pour se faire lécher par les vaches. Hein. Ce kanji-là, on le voit souvent, hein, vous voyez, niveau N3. Donc voilà. Et on le voit aussi dans le kanji suivant. Puisque ça va être la partie gauche du kanji suivant. Hop. Et à droite, je vais lui ajouter le sabre. Hop. Ok. Le sabre. Qu'est-ce qu'il va venir faire là, le sabre? Ce kanji-là. Ouais. Désigne un surplus. Hein, on le trouve notamment dans le mot kajo. Hein, kajo. Donc c'est pas un mot, oui, je me suis... Je l'ai... je sais pas pourquoi je l'ai confondu avec celui-là un instant dans ma tête, là, avec le ri. De rieki, rien à voir. Donc, quand j'ai un excès de passagers clandestins, eh bien, jadis, j'ai imaginé qu'on s'en débarrassait au sabre, c'est-à-dire qu'on les... voilà, quand on remarquait un passager clandestin hein, sur un train, que le contrôleur avait un sabre et qu'il allait le pousser à sortir du train pour s'en débarrasser. Voilà, voilà. Amatsusai, ouais. Ça, on va le trouver plutôt en kana. Hein. Qu'est-ce qu'on a par kajo? Bon, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Yojo aussi, le reste, le surplus. Ok, et ben voilà, ça y est, on a atteint le kanji 1710. Bravo à vous, bravo à vous.